C'est la fin d'une longue négociation menée par le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Elle s'est traduite par des missions diplomatiques à répétition à Bamako, mais aussi celle des délégations ivoiriennes et onusiennes reçues à Lomé par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Le déplacement en personne du président de la République à Bamako chez le président de la transition malienne Assimi Goïta, puis en Côte d'Ivoire chez son homologue Alassane Dramane Ouattara, a porté ses fruits. La médiation du Togo parvient d'abord à obtenir en septembre 2022 la libération de 3 soldats femmes sur les 49 détenus. Et ce 6 décembre 2023, c'est au tour des 46 autres. Le président Faure Essozimna Gnassingbé a salué la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d'État du Mali et de la Côte d'Ivoire qui ont concouru à ce heureux aboutissement. Convaincu de l'importance de la paix et de l'entente entre les États pour le bien-être des peuples, il a réitéré l'engagement du Togo à continuer inlassablement d'œuvrer au renforcement de la coopération régionale. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a su mener les négociations sans parti pris et avec détermination au nom de la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. La libération des 46 soldats a été déjà actée le 22 décembre 2022 par la signature d'un mémorandum entre Bamako et Abidjan. Le document devra également permettre aux deux pays de renforcer leur coopération. Pari gagné pour le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé qui a fait de la gestion de cette crise son affaire personnelle. Les 46 soldats ivoiriens sont attendus à Abidjan dans les prochaines heures. La libération des soldats ivoiriens par le Mali, fruit de la diplomatie d'impact du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé. C'est à juste titre que le communiqué du gouvernement de la transition du Mali a relevé les efforts du chef de l'État en faveur de la paix et la stabilité dans l'espace communautaire. Joseph Amig. L'annonce de la grâce présidentielle accordée aux 49 militaires ivoiriens par le président de la transition malienne est le fruit de la diplomatie d'impact du chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Cette annonce a fait une part notable au président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, dont l'engagement et la dextérité diplomatique ont été salués. C'est en effet 2 jours seulement après un déplacement express du chef de l'État togolais à Bamako puis à Abidjan ce 4 janvier qu'intervient ce dénouement dans la crise née de l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali le 10 juillet 2022. Sollicité par les 2 pays pour une médiation et confirmé dans cette mission par ses pairs de la sous-région, Faure Essozimna Gnassingbé, qui a constamment prôné la concertation et le dialogue, œuvre depuis plusieurs mois au maintien de passerelles diplomatiques permettant de poursuivre des négociations entre les différentes parties prenantes. Sous son égide, la diplomatie togolaise a conduit de nombreuses missions qui ont consacré des évolutions progressives de la situation des 49 militaires. L'approche fraternelle pour trouver des solutions concertées et privilégier la paix et l'entente entre les États a été la trame de fond des tractations qui ont notamment conduit à la libération au mois de septembre dernier de 3 des militaires incarcérés. Depuis, de Bamako à Abidjan, en passant par Lomé, les discussions se sont poursuivies jusqu'à la conclusion, le 22 décembre 2022, d'un mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage. C'est donc à juste titre que le communiqué du gouvernement de la transition du Mali, annonçant la libération des soldats ivoiriens, a notamment relevé les efforts du chef de l'État togolais en faveur de la paix et de la stabilité dans l'espace communautaire en ces termes. Nous citons: le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Fin de citation. Pour sa part, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a salué la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta
et de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous l'annoncions un peu plus haut en titre, le nouvel évêque d'Atapamé, nommé par le pape François le 22 octobre dernier, a été ordonné pour prendre possession du siège et entamer ses activités diocésaines. Cette consécration a été faite en présence de plusieurs évêques, des prêtres, des membres du gouvernement et le peuple de Dieu. Une manière de présenter ce dernier à la communauté chrétienne et l'appeler à accompagner le nouvel évêque dans ses fonctions. Sylvain Abdou. Une communauté chrétienne autour d'un événement. L'ordination de Moïse Mensantouo, nouvel évêque d'Atapamé. C'est une consécration pour la prise de possession canonique du siège épiscopal. Et tout commence par cet engagement de Monseigneur Moïse Touo, celui de s'acquitter de ses charges. Voulez-vous, avec vos compagnons de service, les prêtres et les diacres, prendre soin comme un père du peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Avant son installation, Monseigneur Moïse Mensantouo a bénéficié de plusieurs rites. La bénédiction, l'imposition des mains par les évêques, suivie de l'imposition du livre des évangiles et la prière de consécration. À cela s'ajoute l'onction et la remise du livre des évangiles, la bénédiction des insignes et leur remise à l'ordonné en vue de son installation. Une installation faite selon la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une mission qu'il compte accomplir avec amour. Les mots me manquent pour exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude, d'abord à Dieu qui a daigné me choisir pour être évêque d'Atapamé, successeur des apôtres. Saint Paul a bien raison de dire que Dieu choisit dans le monde ce qui n'est rien pour en faire quelque chose. Que toute la gloire soit rendue au Dieu Trinité. Je voudrais témoigner ma sincère gratitude à son Excellence Monseigneur Nicodème Anari Bariga Bénissan, qui a été évêque de ce diocèse pendant 14 ans et qui a accepté volontiers être le consécrateur principal. Monsieur le ministre d'État, représentant le chef de l'État, je trouve dans votre bienséante présence ici l'expression du soutien du gouvernement et de son attachement à la mission de l'Église. Le consécrateur principal, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan, archevêque métropolitain de Lomé. Moïse Mensantouo devient donc le 5e évêque du diocèse d'Atapamé, d'où cet appel, celui de poursuivre la lourde mission entamée par ses prédécesseurs. Humble et effacé, Monseigneur Moïse Touo vient poursuivre la lourde mission de ses devanciers sur ces terres qu'il connaît bien et qu'il porte au plus profond de son cœur. Homme de prière et d'action, prêtre zélé et proche du peuple, il porte le beau nom et le prénom de Moïse Touo, c'est-à-dire exhortation, c'est-à-dire encouragement, enseignement par la parole et par la vie, par le témoignage. Notre prière en faveur de notre nouvel évêque ce matin est que sa vie et son ministère reflètent effectivement le nom qu'il porte. Moïse Mensantouo est appelé à conduire toute une communauté chrétienne du diocèse d'Atapamé. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan a donc lancé un appel, celui de l'accompagner pour la bonne conduite de sa mission. Je me tourne à présent vers vous, peuple de Dieu, pour vous confier votre nouvel évêque. Accueillez-le avec joie
Aimez-le comme un père, comme un frère, comme un ami. Soutenez-le par vos prières, par vos conseils et surtout par votre obéissance dans la foi. Chers frères et sœurs, soyez une bonne famille pour Monseigneur Moïse et il sera un bon père pour vous. Monseigneur Moïse Mensantouo a été nommé par le pape François le 26 octobre 2022. À travers cette ordination, il a salué l'engagement de tous et a témoigné sa reconnaissance à la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Moïse Mensan était, avant cette nomination, le curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Badou depuis 2017. L'annonce a été donc faite le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, c'est la consécration. Comment les prêtres ont-ils accueilli la nouvelle et qu'est-ce qu'ils attendent du nouvel évêque? Certains se sont prononcés au micro de Silver Abdou. Nous avons attendu pendant longtemps un pasteur pour le diocèse d'Atakpamé et le Seigneur, dans sa grande bonté, vient de nous accorder cet évêque. En tant que jeune prêtre du diocèse, ce que nous attendons de notre évêque, c'est qu'il soit un papa, un pasteur selon le cœur de Dieu. Et c'est ce qui va faire qu'en collaboration avec les prêtres, les fidèles de tout le diocèse, nous allons travailler pour le salut des uns et des autres. Et pour cela, nous, en tant que prêtres et fidèles, nous devons prier pour lui, que le Seigneur lui accorde ses grâces pour qu'il puisse mener à bien cette mission que le Seigneur lui-même lui a confiée. Être évêque, c'est une charge très lourde. Et voilà pourquoi les fidèles et les prêtres doivent se mettre à genoux pour prier pour lui. Ce n'est pas facile d'assumer cette charge parce que le diocèse d'abord est très vaste et il a besoin d'avoir les informations d'ici et là, de ses prêtres, de ses fidèles, pour mener à bien cette mission-là. 5e évêque du diocèse d'Atakpamé. Et nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu. Et aussi, nous disons merci aux prédécesseurs qui ont préparé le terrain et qui nous ont aidés à nous préparer pour accueillir le nouvel évêque. Et ce que nous attendons de notre nouvel évêque, que nous connaissons très bien parce qu'il est du diocèse d'Atakpamé, c'est la grâce de la décision. Et l'évêque a plus sa charge de sanctification, l'enseignement au nom du Christ. Les décisions doivent être prises au nom du Christ. Alors, ce que je lui souhaite pour ce diocèse, c'est d'avoir la grâce du courage pour prendre des décisions au nom du Christ. Mes souhaits, c'est que nous puissions travailler comme père et fils et travailler aussi ensemble avec les fidèles laïcs pour que le diocèse puisse aussi continuer à avancer comme notre père évêque Monseigneur Bariga nous a mis sur de bonnes routes. Être évêque, c'est une mission noble, mais en même temps aussi difficile. Mais nous nous souhaitons une bonne mission après l'ordination. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nomination parce que le diocèse d'Atakpamé a été un diocèse dont le siège était vacant pendant 3 ans. Donc, nous sommes comblés de joie de notre nouvel évêque qui vient d'arriver. C'est un évêque simple qui a vécu les réalités du diocèse et qui saura comment faire pour que ce diocèse relève beaucoup de défis. Et tout cela se passera en collaboration avec nous qui travaillons avec lui. Parce que ce n'est pas lui seul de relever les défis, mais c'est en travaillant ensemble, nous les prêtres unis avec lui, que nous allons relever les défis que ce diocèse attend de nous. Sans mentir, la joie, elle est immense. Monseigneur Moïse, c'est une personne simple que tout le monde apprécie. Et c'est ce que nous attendons de lui également dans son épiscopat. Nous lui souhaitons un fructueux ministère et nous, les prêtres du diocèse d'Atakpamé, nous sommes derrière lui pour que Atakpamé reprenne vie normalement. Nous comptons collaborer avec lui pour l'édification du peuple de Dieu.
C'est vrai, 3 ans de poste vacant, il y a beaucoup de défis à relever. Et donc vraiment, on lui souhaite un fécond ministère et vraiment que l'Esprit Saint soit avec lui pour nous conduire le peuple de Dieu qu'il a été confié. Cap maintenant sur la région des Savanes où 36 ouvrages sont en construction sur 30 sites. L'ANADEB et les élus locaux étaient sur place pour faire le suivi. Gérard Laudou. La mise en place du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT a permis à l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB de mettre en œuvre des projets prioritaires au profit des communautés. Plusieurs secteurs sont concernés: infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, marchandes et bien d'autres encore. Au total, 16 hangars, 2 blocs de 5 boutiques, un bloc de 4 boutiques magasins, 2 marchés à bétail, 6 forages d'eau potable dont 3 photovoltaïques et 3 pompes à motricité humaine, 6 latrines de type VIP et des mobiliers de 120 tables bancs sont attendus dans les 16 communes de la région des Savanes pour le compte du FACT exercice 2021. Nous avions déjà fait le point au niveau de Naki Ouest, c'est-à-dire la commune de Tonne 2, pour voir l'évolution des travaux sur le site qui a été retenu par la commune pour la construction d'un marché à bétail. Ensuite, nous avions fait également le déplacement sur le site de Tami, ça c'est dans la commune de Tonne 3, pour apprécier également l'évolution de la construction des boutiques et un hangar de marché. Et ensuite, nous avions fait le déplacement dans la commune de 52, plus précisément à Biancouri et au niveau de Nadjundi. Et actuellement, nous sommes dans la commune de Tonne 4 pour également apprécier l'évolution des travaux qui se trouvent derrière nous, c'est-à-dire la construction des boutiques. Et les travaux s'avancent dans de bonnes conditions, mais c'est vrai qu'il y a des petites lenteurs remarquées dans certaines localités. Et ces lenteurs sont dues en partie au retard lié au dessouchement comme sur ce site de construction de marché à bétail avec un quai d'embarquement dans le canton de Naki Ouest, commune de Tonne 2, et ce site de construction de hangar dans le marché de Nadjundi, arrêté dans la commune de Saint-Cassé-2 pour des problèmes fonciers. La mission s'est poursuivie avec cette rencontre des différents acteurs concernés en vue de surmonter toutes ces difficultés. L'occasion également de procéder à la validation de nouveaux micro-projets d'infrastructures identifiés à réaliser avec le FACT 2022. Cela nous permet d'éviter tout souci qui sera lié à la réalisation du micro-projet, d'éviter les doublons et d'orienter les ressources vers d'autres micro-projets. Au sortir de cette validation, nous avons des micro-projets identifiés qui touchent pratiquement tous les secteurs. Et une fois cette validation faite au niveau de la région, nous les envoyons au niveau national pour le visa du comité national d'approbation. La paix et la sécurité doivent être de la partie pour une mise en œuvre réussie de toutes ces initiatives de développement. Et chaque citoyen est ici appelé au patriotisme et au travail bien fait pour un Togo plus uni, prospère et fort. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ambitionne de sortir près de 100 millions d'Africains de la pauvreté. Pour y parvenir, elle passe par la négociation d'accords commerciaux entre les pays. Elle va contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB de l'Afrique avec le partenariat financier de Afrexim Bank. L'enjeu de la ZLECAf sur les économies du continent est greffé à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour que cet instrument soit pleinement mis en œuvre, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national. C'est désormais l'objectif en ligne de mire des acteurs mis à contribution pour la matérialisation de cet enjeu. Le moment est venu de voir si nous pouvons redoubler d'efforts pour assurer la mobilisation des ressources intérieures.
Des travaux sont en cours pour améliorer les administrations fiscales à travers l'Afrique et pour échanger des informations à des fins fiscales afin que nous soyons à mesure de prévoir les éléments de failles financières illicites. Avec cela, nous devions être à mesure d'élargir et d'approfondir la base des ressources nationales. Pour l'heure, l'Afrique aura besoin d'une aide internationale, mais nous prenons également des mesures pour nous assurer que nous développons les capacités internes pour générer nos propres ressources nationales pour le développement. L'Afrique affiche à présent 87,7% de réalisation en termes d'accords entre régions, ce qui la place en bonne position pour assurer le commerce sur le continent. En 2021, les ministres du Commerce sont parvenus à une convergence et se sont mis d'accord sur 87,7% de règles d'origine, ce qui fait qu'il y a près de 60 000 produits qui sont commercialisés. La ZLECAf stimulera considérablement le commerce intra-africain si l'accord est effectivement mis en œuvre d'ici 2035. Nous aurons la possibilité de contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB global de l'Afrique. Nous aurons également la possibilité de stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 80% et de sortir près de 100 millions d'Africains de la pauvreté si nous mettons en œuvre l'accord efficacement. Avec les accords commerciaux, vous ne voyez pas les résultats du jour au lendemain. Vous fixez votre objectif pour les 20 à 30 prochaines années et c'est le cas avec l'Europe. Le projet d'intégration d'Europe a pris du temps. You set yourself up for the next 20 to 30 years. We know this from the experience of Europe, the European integration project. It took time. Dans l'ambitieux projet de mise en œuvre définitive de la ZLECAf, l'apport des partenaires financiers reste fondamental. La ZLECAf peut ainsi compter sur Afreximbank. La Banque africaine d'import-export est très impliquée dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons 16 pays enclavés sur le continent. Les marchandises doivent donc traverser les frontières par route ou par voie ferrée. Il est nécessaire d'avoir des systèmes de garantie de transit fragmentés efficaces et c'est ce que nous avons assuré en travaillant avec le secrétariat de la ZLECAf ainsi que la Commission de l'Union africaine. Nous avons mis en place de solides bases financières pour soutenir les entreprises qui font du commerce. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous avons faites. La particularité de la ZLECAf fait que c'est le seul accord appuyé par une banque. Afreximbank a été créé en 1993, mais les pères fondateurs avaient une vision pour doter l'Afrique d'un accord de libre-échange continental et un marché commun. Tous sont convaincus que le succès d'un tel projet repose sur une institution financière qui fournira le capital qui va propulser les entreprises. L'actualité, c'est aussi le Burkina Faso. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme réclame une enquête rapide, complète, impartiale et transparente aux autorités de transition du pays. Ceci après le massacre de 28 personnes à Nouna dans la nuit du 30 au 31 décembre. En bref, encore en Ouganda, l'épidémie d'Ebola est en passe d'être maîtrisée puisque le dernier cas remonte à une quarantaine de jours et l'épidémie sera déclarée sous contrôle si aucune infection n'est signalée d'ici le mardi 10 janvier, a confirmé l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU. Toujours en Ouganda, au moins 19 personnes sont mortes dans un accident de la route. La cause n'est pas encore établie, mais les premières constatations indiquent que le conducteur du camion avait mal stationné son véhicule sans panneau d'avertissement. Au moins 19 personnes ont été tuées jeudi et 21 autres blessées lorsque l'autocar les transportant est entré en collision avec un camion dans le nord de l'Ouganda. L'accident s'est produit près de la ville de Kamdini, sur l'autoroute reliant la ville de Goulou au nord à la capitale Kampala. La cause de l'accident n'a pas encore été établie, mais les premières constatations indiquent que le camion était mal garé.
Revenons en page nationale. Le 13 janvier prochain sera commémoré le 60e anniversaire du décès du père de l'indépendance du Togo, feu Sylvanus Olympio. Le parti UFC Union des forces du changement a animé une conférence débat sur le thème Sylvanus Olympio, analyse, bilan et leçons d'une vision politico-économique actuelle. Clarisse Aticlé. L'année 2023, plus précisément le 13 janvier, consacre le 60e anniversaire de la disparition du premier président du Togo, feu Sylvanus Olympio. L'homme ainsi que sa vision pour le Togo sont au cœur de cette conférence débat. Le parti politique Union des forces de changement, UFC, qui est aujourd'hui porteur de cette vision, veut amener tous les Togolais à se l'approprier pour la construction d'un Togo émergent. Ce qui était vraiment à la base de toute la politique de M. Olympio, le président Olympio, c'était la paix. Et il disait déjà qu'il faut que tous les Togolais soient ensemble pour construire ce pays. Nous pensons, nous, à l'UFC, qui nous sommes la continuité justement de ce courant. Nous pensons que nous devons revenir un peu sur le passé, pas pour vivre dans le passé. Nous devons nous servir de ce passé pour éviter les erreurs qui ont été commises à cette époque-là, pour reconstruire notre présent solidement. Nous pensons que la vision de M. Sylvanus Olympio est d'actualité. Sylvanus Olympio analyse, bilan et leçons d'une vision politico-économique actuelle est donc la thématique au centre des échanges. Il faut que nous construisions un pays paisible où les citoyens togolais unis puissent s'entendre et se comprendre à l'interne. Tous les partis politiques qui sont protagonistes de la construction sociale au Togo doivent le comprendre, que nous ayons vers la paix. Les partis d'opposition doivent faire une mutation vers l'ouverture. C'est l'effort que les deux présidents de partis, Faure Gnassingbé et Guy Olympio, ont fait en essayant de faire cesser les contentieux et de marcher ensemble. Nous marchons et nous demandons à tous les Togolais de vivre dans cette idée-là. Des efforts sont faits, des actes sont posés par les autorités actuelles pour faire vivre l'homme dans la mémoire des Togolais. Tous ces efforts sont salués ici par l'UFC. Nous avons des systèmes. La vente illicite des produits pétroliers, nous l'annoncions en titre. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à une importante saisie, 28 750 litres d'essence. La presse est mise au courant ce samedi. Sandra Ziabé. 28 750 litres de carburant frelaté saisis en 3 jours. C'est le résultat des opérations menées par les forces chargées de la lutte contre les produits pétroliers de contrebande. Des prises effectuées dans 3 localités. La première saisie a été faite dans la région des Plateaux sur un véhicule cargo transportant 35 fûts de carburant, soit environ 7000 litres de gasoil. La seconde saisie a eu lieu dans la journée de vendredi 6 janvier 2023 à l'hélicoptère à l'entrée de la ville de Tchévier, préfecture des Ions, sur également un véhicule cargo en progression vers Lomé. Ce véhicule transportait 490 bidons de carburant issus du trafic illicite. La troisième saisie a été effectuée du 7 janvier vers 2 h dans la préfecture des Lacs sur 3 embarcations, c'est-à-dire des pirogues. Les 3 embarcations ont chargé au total 380 bidons, soit environ 9000 litres de carburant. Le total général des saisies opérées en l'espace de 3 jours fait 28 750 litres. Malgré la mise en garde du gouvernement, le trafic illicite de produits pétroliers ne faiblit pas. Les conséquences restent dramatiques aussi bien sur les populations que pour l'économie nationale. La police est actuellement en mode fermeté. Nous rappelons également une fois de plus que le trafic illicite de carburant est formellement interdit en République togolaise sous peine des sanctions en vigueur. Outre la saisie de leurs produits illicites, les conducteurs des véhicules risquent aussi la prison. L'art africain, pour finir, l'art d'allier les couleurs, qu'ils soient traditionnels ou contemporains, il est imprégné de couleurs. Le musée des Confluences à Lyon, en France, y consacre l'exposition « Une Afrique en couleurs ». Regardez.
L'art africain, traditionnel ou contemporain, est imprégné de couleurs. Le pigment devient au fil des siècles un élément essentiel de l'expression artistique. En France, le musée des Confluences à Lyon y consacre l'exposition Une Afrique en couleurs, une immersion dans une Afrique où la couleur est reine. Il y a une utilisation très ancienne des perles avec des fabrications locales et puis des importations au départ d'Égypte, d'Inde. Et puis est venu le commerce avec l'Europe. La parure était vraiment une forme d'art à part entière qui permettait d'exprimer bien sûr le statut des jeunes gens, femmes à marier, jeunes hommes ayant été initiés, etc. Des masques et des statuettes peints de couleurs vives aux textiles multicolores qui inspirent les grands couturiers. Au fil de l'exposition se révèle une Afrique aux contours variés. La couleur y a une valeur symbolique, parfois politique et sociale, à l'instar des tenues traditionnelles des patriarches ou encore des sapeurs congolais. Le tissu révèle alors un rang, un groupe d'appartenance ou un statut. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera présentée par Abidé Nyassimbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.